Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer la MotoGP, débrief du Grand Prix de Hollande, du Grand Prix des Pays-Bas, du côté de Assen, plutôt Assen, parce qu'il y a apparemment de H. Circuit magnifique, Assen. En passant le dernier... Alors, moi je suis pas fan des deux premiers secteurs, je peux le dire, Assen, dans tous les jeux de moto que j'ai fait. Par contre, le dernier secteur, là avec la chicane, les enchaînements de courbes rapides, moi j'ai toujours trouvé ça fantastique. On va parler bien entendu bilan des Bleus, top flop, note du Grand Prix comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. On a eu de la bagarre ce week-end et ça a été bien. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. À parler de la pénalité de Fabio Quartararo pour le prochain week-end de course du côté de Silverstone. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et si vous mettez toutes les notifications, ça s'appelle le Saint Graal, comme ça vous avez vraiment toutes les informations sur dès qu'il y a une vidéo, paf, ça vous met un petit indice sur la cloche. Donc de la bagarre ce week-end, plus de bagarre que lors des courses précédentes. J'ai vraiment pris du plaisir en fin de course et je me suis dit, putain, ça fait depuis longtemps en MotoGP que j'avais pas pris de plaisir, beaucoup de plaisir à regarder les courses et j'ai pris vraiment vraiment un bon plaisir. Alors pas sur toute la course, il y a eu forcément des moments un peu, je dirais une chouille moins intéressante. Mais intéressant parce que c'était des moments c'est plutôt masculin, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec un podium qui est quand même étonnant, avec la première erreur de Fabio qui jusqu'à maintenant faisait quand même un début de saison, une première moitié de saison parfaite, première erreur. Ça relance le championnat parce que derrière vous avez un Espargaro qui lui aussi commet très peu de fautes, Alex Espargaro. Et puis il y a eu cette magnifique remontée du pilote espagnol qui nous a animé également le Grand Prix. Donc vraiment une belle course. Moi j'ai pris du plaisir ce week-end et encore une fois les qualifs c'était intéressant aussi. Parce que là aussi il y avait une belle bagarre en qualif, les 5 premiers en 3 dixièmes et demi. La 10e place à 8 dixièmes et demi, donc là aussi c'était des qualifs intéressantes, même si cette course n'a pas été une grande réussite pour les Français. Moi je me suis bien amusé à la regarder. On commence tout de suite avec les transferts, les rumeurs de ce week-end. Du côté des transferts, on a eu une annonce, c'est Alex Marquez, le pilote du côté de LCR, qui rejoindra Gresini. Et là, c'est quand même un peu la surprise du chef. On ne l'avait pas vu venir, celle-là. Alex Marquez qui rejoint Gresini. Alors, je rappelle Alex Marquez qui a été champion Moto 2, c'était en 2019, de mémoire. Qui en MotoGP n'a jamais eu des très grands résultats. Surtout beaucoup de chutes en MotoGP jusqu'à maintenant, un pilote qui a été pas mal en difficulté et qui désormais a décidé de rejoindre Gresini et surtout Gresini a accepté. C'est une surprise, ça confirme bien que Bastianini, soit il va remplacer Martin du côté de Prema, du côté de Pramac, pardon, soit il va remplacer Jack Miller. Donc ça sera un choix, mais ça confirme que Bastianini va partir de Gresini. Bon, Alex Marquez, on est tous d'accord que du côté de Gresini, il va falloir peut-être se mouiller la nuque. Fabio Di Giannantonio, à sa place, je me réjouis, parce que quand on a un équipier qui n'est pas extrêmement bon, forcément ça va être un peu plus facile de le battre. Mais c'est sûr que j'ai du mal un petit peu à comprendre pourquoi on donne une aussi bonne moto à Alex Marquez. Alors, est-ce que du côté de Gresini, on a confiance en lui, du côté de Ducati aussi? Parce que, est-ce qu'on a confiance en Alex Marquez? Est-ce qu'on pense qu'il est capable de faire des résultats et d'être constant? Moi, je vous avoue que je ne suis pas extrêmement convaincu. En Moto 2, il avait surtout profité du changement de pneu arrière. C'est un peu comme Mick Schumacher qui a profité un petit peu, lui, de l'embrayage en F2. De l'autre côté, c'était en Moto 2, c'était le pneu arrière qui avait changé de largeur. Il y avait un pilote qui avait dominé le début de saison en Moto 2 et puis ensuite, lui, il avait
récupérer derrière avec VDS. Il était aussi dans une très très bonne équipe. Il a mis quand même beaucoup de temps avant de devenir champion du monde Moto 2. Donc, je ne suis pas totalement convaincu du talent d'Alex Marquez. Après, c'est un choix. Ça coûte cher quand même. Miguel Oliveira, qui postulait pour cette moto, pour cette machine, qui était quand même le favori dans toute la presse. Donc, même les mecs qui ont quand même plutôt les insiders. Donc, c'est quand même une grosse surprise du côté du Portugais de ne pas avoir cette machine. Et surtout, ça veut dire que Miguel Oliveira, il se retrouve dans une situation où il n'a pas 150 possibilités. Si on part du principe qu'il n'y aura pas deux motos, qu'on perd deux motos l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on passe de 26 à 24, ça veut dire donc que il reste Honda à la place de Paul Espargaro. Il reste RNF, je pense, à la place de Dovizioso. Je vois pas Dovizioso rester. Ou alors, c'est qu'il va aller chez Yamaha officiel et qu'on remplacerait Morbidelli par Miguel Oliveira. Ce qui serait plutôt... ça pourrait être intéressant pour Miguel Oliveira. Même s'il sera forcément en comparaison avec Quartararo. Il y a plusieurs options qui sont sur la table, je pense. Laquelle est la meilleure ? Honda, il y a quelque chose d'intéressant à construire, mais Paul Espargaro s'est cassé les dents. Yamaha, la moto est faite que pour Quartararo. Est-ce qu'il pourra imposer sa vision des choses ? Et surtout, il aura une moto moins rapide en ligne droite. Vu que la Yam... et il faut qu'il repasse sur du 4 en ligne. 4 en ligne, plus facile d'utilisation, mais c'est peut-être pas forcément l'idéal pour lui. Faut voir. RNF avec l'Aprilia, quand tu vois comment marche l'Aprilia, ça peut être intéressant. Et puis bon, Dovizioso, on est un peu tous d'accord là-dessus pour dire que je pense qu'il va partir. Donc il y a des solutions. Après, il faudra voir laquelle sera prise par Miguel Oliveira. Ça serait quand même surprenant que Miguel Oliveira ne trouve pas de moto. Puis pourquoi pas Nakagami également chez Honda, parce que la situation est que Honda pour le moment, LCR, je pense, veut supprimer ces deux machines, ces deux pilotes plutôt. Donc ça pourrait être intéressant. Miguel Oliveira sur un Honda satellite. Après, on parle aussi de d'autres pilotes. D'autres pilotes seraient sur le coup sur cette machine que laisse Alex Marquez. Donc ça va être intéressant de voir qui va se battre. Alex Rins, Joan Mir, je rappelle, sont aussi sur le coup pour le moment au niveau du marché des transferts. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais encore une fois, avec le départ de Suzuki, ça a créé une situation de chaise musicale beaucoup plus importante que d'habitude, avec deux très bons pilotes sur le marché. Et pour le moment, on a encore pas mal de places de libre en MotoGP, donc ça va être intéressant de voir comment ça va se goupiller. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer pendant cette trêve du mois de juillet ? Parce que je rappelle que les pilotes de MotoGP sont des juilletistes, les pilotes de F1 sont des Haussiens. On le verra. Mais ça va être très intéressant à suivre. Cette année, la phase des transferts. Autant des fois, il n'y a aucun changement, ou il y a un ou deux changements vraiment à la marge. Autant cette année, les changements vont être beaucoup plus importants. Note du Grand Prix, j'ai hésité entre deux notes. Donc je vérifie, j'ai mis 15 sur 20. J'ai hésité avec 16. J'ai pas mis 16 parce qu'il y avait des moments moins intéressants dans ce Grand Prix. J'ai mis 15 parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout sur la fin de course. Encore une fois, les 4-5 derniers tours, il y a vraiment une vraie bagarre. La remontée, bien entendu, d'Espargaro est très bonne. Et même le début de course est assez intéressant avec Bagnaia. On a toujours peur que Bagnaia se crache et ait un problème technique. Donc c'était très intéressant, je trouve. Et puis le podium, encore une fois, on a un podium avec pas mal de pilotes nouveaux, donc qui étaient plus habitués à faire des podiums pour un. Donc là aussi, c'est très bien, c'est un Grand Prix vraiment où on a eu de la surprise, on a eu des belles bagarres, des beaux dépassements. Je crois qu'il faudrait être bête
pour mettre en dessous de 15 à cette course. Donc voilà, et puis en plus un beau circuit, encore une fois, Assen. La MotoGP a quand même pas mal de beaux circuits. Donc là aussi, c'est toujours sympa d'aller à Assen, parce que c'est une piste. Le dernier secteur m'impressionne toujours, que ça soit dans les jeux, mais également à regarder. Je trouve qu'il y a une sensation de vitesse qui est absolument dingue, dans certains virages à droite, notamment. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, abandon, chute. Première erreur de cette saison 2022 pour Fabio Quartararo. C'est son premier abandon de la saison. Et ce qui fait que la bagarre avec Espargaro est complètement relancée. Avec ce contre-performance. Certains pilotes également se rapprochent comme Bagnaia. C'est pas la meilleure opération du week-end, on va pas se mentir pour Fabio. Plus pénalité pour la prochaine course du côté de la Grande-Bretagne, un long lap qu'il devra faire en début de course, lors des 4 premiers tours, parce que je rappelle le premier tour passe, et ensuite on autorise à ce moment-là le long lap au pilote Yamaha. Alors la polémique autour du long lap du côté de Fabio Quartararo, pour moi il y a une pénalité qui est justifiée. C'est-à-dire que la pénalité pour moi elle est justifiée car Fabio entraîne dans sa chute Alex Espargaro qui n'a rien demandé, parce qu'il y a quand même de la place, c'est quand même aussi une tentative osée. Pour moi c'est une erreur de Fabio Quartararo. C'est pas un fait de course classique. Malgré tout, le long lap pour moi c'est une trop grosse pénalité. Mais je suis totalement d'accord aussi avec les pénalités que se prend Jack Miller, qui se prend tout le temps des long laps. Je trouve qu'il y a un problème en fait de hiérarchisation des pénalités en MotoGP. On considère aujourd'hui que le long lap c'est quasiment la même chose que 3 places de pénalité sur la grille de départ. Or, le long lap c'est une grosse pénalité déjà. Pour moi, ça serait comparable à un passage par la voie des stands en Formule 1. On est quand même sur un drive-through. On est quand même sur une pénalité qui est pas anodine. Et dans la hiérarchie des pénalités, c'est, pour beaucoup de mecs de la FIM, des commissaires de piste et aussi des stewards anciens pilotes ce week-end, c'est la même chose. Or non, un long lap, ça fait perdre 5, 6, 7 secondes. Parce que selon les pistes en plus, c'est plus ou moins le même temps. Parfois sur certaines pistes, en plus, la section est très sale. Donc c'est pas toujours simple le long lap. Au départ, le long lap, ça devait être utilisé vraiment que dans certains cas. Au départ, le long lap, ça devait être utilisé que pour les dépassements des limites de la piste. C'était prévu pour ça le long lap. C'est-à-dire vous dépassez 3 fois les limites de la piste. Au lieu de vous mettre, avant vous mettez 5-10 secondes de temps arbitraire qui souvent était complètement faux et puis souvent c'était après la course, là on décide que vous aurez un long lap. Sauf que désormais le long lap on le met un petit peu à toutes les sauces, c'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un fait une erreur en piste, on décide de mettre un long lap. Or pour moi un long lap c'est une grosse pénalité. On n'est pas sur une pénalité anodine. Or là, l'erreur de Fabio, elle n'est pas énorme, l'erreur de Fabio. S'il passe, on dit le dépassement est fantastique. Il y a une prise de risque qui est trop importante à ce moment-là. Et la moto décroche. Bon. Mais c'est pas non plus l'erreur du siècle. Il n'a pas empêché un pilote de dépasser. Il n'a pas fait un strike complet. Donc voilà, il faut l'avoir en tête aussi. Mais pour moi, il y avait pénalité. La sanction est justifiée. C'est la forme de la pénalité qui n'est pas bonne. C'est-à-dire, pour moi, c'était 3 places de pénalité, 5 places de pénalité sur la grille lors du prochain Grand Prix. Pas un long lap, qui pour moi est beaucoup trop important. Donc c'est en ça que je ne suis pas d'accord, et surtout que je trouve que normalement le long lap est utilisé pour un type de pénalité, et que maintenant on le met un peu à toutes les sauces. Et ça me gêne aussi un petit peu parce que au niveau de la réglementation, on s'aperçoit que c'est flou également. Je parlais du flou artistique parfois du côté de la FIA au niveau des pénalités. C'est pareil du côté de la FIM où il y a un peu un flou artistique sur certains points.
Alors bien entendu, il y a eu les Motix, les pilotes qui se sont mis enfin les gens qui se sont mis à la moto avec Fabio Quartararo qui ont crié à l'injustice totale. Je sais pas non plus une injustice totale quand tu vois ce qu'on met à Jack Miller. Il y a une sorte presque de logique, on va dire. C'est-à-dire qu'on met du long lap tout le temps en ce moment. Mais pour moi, comme pour Jack Miller, ce sont des pénalités qui sont trop grosses par rapport à l'erreur qui a été effectuée. Et surtout, il y a un peu du flou artistique. C'est vrai que tous les pilotes ne sont pas toujours logés à la même enseigne. Il y a certains pilotes qui ont, j'ai l'impression, moins de pénalités que d'autres. Et ça aussi, c'est un petit peu énervant. Mais du côté de Quartararo, la pénalité, pour moi, elle était justifiée. C'était justifié qu'il ait une pénalité, pas que ça soit un long lap. Donc Fabio, Grand Prix difficile, bien entendu, parce que il chute assez vite. Le début de... En fait, ça commence déjà mal, parce que dans le premier virage, il se fait manger tout cru. C'est-à-dire qu'il tente une manœuvre par l'extérieur, et au final, il ouvre la porte à 2-3 pilotes. Donc ça déjà, c'était pas incroyable de sa part. Et puis ensuite, le rythme de course était très bon. À ce moment-là, le pneu dur marchait bien. Il avait vraiment un bon rythme de course. Et il a cette tentative un peu trop posée. Bon, il tombe. Il ramène la moto au stand au bout de 2-3 tours. Bon. À ce moment-là, je ne comprends pas l'intérêt de le faire repartir. Je considère même que c'est une erreur de la part de Yamaha de l'avoir fait repartir, car c'était dangereux. En F1, il ne repart pas avec une voiture, avec un véhicule autant endommagé. Il y a la moitié de l'aileron qui s'est barré, la moitié du carénage est en miettes, le sélecteur de vitesse, on ne sait pas trop s'il marche. Au niveau du moteur, j'ai l'impression qu'il avait des à-coups, du signe qu'il avait tendance à faire. Donc tu le refais pas repartir. Ça, c'est inconscient de la part de Yamaha. Et ensuite, grosse chute, avec les pneus qui avaient peut-être baissé en température, où il aurait pu se faire très mal, Fabio Quartararo. S'il se blesse, il se fait une clavicule, ou il se fait une blessure plus grave, alors qu'il n'y avait aucun intérêt à le faire ressortir, je pense que chez Yamaha, des têtes seraient tombées. Pourquoi il s'est fait mal aussi ? C'est parce que il semblerait, selon des experts techniques, qu'il a une combinaison. Alors, il a une combinaison Alpine Star et sa marque, qui est une combinaison très couvrante. Il y a 2 cartouches, faut savoir, pour l'utilisation de l'airbag. Et sur certaines combinaisons, vous avez le droit à 2 chutes. C'est-à-dire que la cartouche, il n'y a qu'une seule cartouche qui est utilisée par chute. Or, pour sa marque de combinaison à lui, les 2 cartouches sont utilisées pour une seule chute. Donc il n'aurait pas dû repartir parce que sa combinaison n'était plus airbag. Là aussi, du côté de Yamaha, il y a eu du laisser aller. Et pourtant, du côté de Yamaha, il n'y aura pas de sanction de la part de la FIM. C'est là où on voit quand même le flou artistique au niveau du règlement, parce que Yamaha aurait dû être sanctionné pour avoir fait repartir Fabio Quartararo, alors que ça n'avait aucun intérêt. Johann Zarco, flop aussi, même s'il finit le Grand Prix. Johann termine 13e. Pas beaucoup de rythme ce week-end. Je pense que sa chute également en essai libre l'a un peu échaudé. Après Assen, ça n'a jamais été une piste qui a vraiment énormément réussi à Johann Zarco en MotoGP. On se souvient notamment du syndrome des loges, de la souffrance qu'il avait eue avec la KTM sur cette piste. Donc oui, le week-end a été difficile pour lui, que ça soit en qualif, en course. Il n'avait pas un rythme exceptionnel, surtout il n'avait pas énormément de confiance sur sa moto. Le départ est pas bon. Bon, après, j'ai envie de dire que Johann Zarco, c'est plutôt rare quand il fait un très bon départ. Et forcément, à Assen, il n'y a pas non plus 150 zones pour dépasser. Donc ça n'a pas été facile de remonter pendant le Grand Prix.
Et donc voilà, ça a été difficile pour Johan Zarco, derrière Nakagami, derrière Bastianini et derrière les Suzuki. C'est pas le week-end auquel il s'attendait. Johan Zarco, donc il ramène quelques points. Mais lui aussi, il ne fait pas la bonne opération ce week-end au niveau du championnat pilote. Vu qu'il voit Banaya et Bastianini, enfin surtout Banaya, remonter sur lui. Donc week-end difficile pour Johan Zarco. Et puis je termine avec Tech 3 du côté des Bleus. Tech 3, ça a été un week-end là aussi moins bon que les précédents. Avec deux pilotes en dehors des points. Raúl Fernandez qui a abandonné. Il souffrait de la main, certainement dû à ses chutes précédentes dans sa carrière. Aussi parce que la KTM est une machine très dure à emmener et sur un circuit comme Assen dans le dernier secteur, ça ne pardonne pas. Remy Gardner avant-dernier. Il y avait juste Savadori qui était derrière lui. Il a même été devancé par Stefan Bradl. Donc ça a été un week-end et une course compliquée pour Remy Gardner. Et on s'aperçoit que chez KTM quand même, on n'arrive toujours pas à trouver la solution à Assen pour l'équipe Tech 3. Que la machine était vraiment très difficile à utiliser. C'est encore plus difficile. C'est encore, on va dire, un peu plus incompréhensible. C'est que Brad Binder fait 5 et que Miguel Oliveira est dans le top 10. Donc on aurait pu s'attendre à une course un peu plus simple pour les KTM de Tech 3. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc dommage pour Remy Gardner et Raúl Fernandez. Raúl Fernandez, on espère qu'il va se requinquer pendant ce mois de juillet. Qu'il va se requinquer physiquement. Parce que son début de saison, c'est pas foufou. Alors le début de saison de Tech 3 est pas foufou, mais le début de Raúl Fernandez pour le moment, c'est pas vraiment incroyable. On passe tout de suite au coureur au top. Du côté des pilotes au top, pas encore les coureurs, on n'est pas encore sur le Tour de France. Je commence avec Pecco Bagnaia. Bon week-end, très bon week-end pour Bagnaia. Alors, quand il a fait la pole, je me suis dit, bon, il a déjà fait la pole au Sachsenring sur d'autres Grands Prix, c'est pas pour ça que derrière, il gagne le week-end. Mais j'avais vu, c'est lors de la séance d'essai libre 2, où j'avais trouvé vraiment que sur la machine, il me semblait plutôt bien. Il était plutôt à l'aise. Or, au Sachsenring, moi je l'avais trouvé en qualif vraiment à l'attaque. Par exemple, Fabio Quartararo, je ne l'ai pas senti aussi à l'aise. Et puis en qualif, Fabio Quartararo, il se fait déjà une énorme frayeur à la sortie du virage 5. Non, pas du virage 6, c'était le 5 où il tombe. À la sortie de l'épingle, on va faire comme ça. Mais du côté de Pecco Bagnaia, week-end vraiment très bon, pole position, victoire. Il n'a pas vraiment été inquiété. Malgré le fait que c'était pas lui qui avait le meilleur rythme en course, il n'a pas vraiment été inquiété. Et puis il fait un très bon Grand Prix. Donc voilà, chapeau Monsieur Bagnaia, très bon week-end. Ça s'est bien passé pour le pilote italien. C'est un week-end parfait, presque. Sur le rythme de course, c'était un peu plus difficile, mais il a toujours réussi à tenir un minimum à distance Marco Bezzecchi, qui n'a jamais été trop dangereux pour le pilote italien. On espère maintenant que ça a un peu débloqué à Francesco Bagnaia, que les vacances vont se faire de manière sereine. Et au niveau du championnat, ça reste compliqué, bien entendu, il ne va pas se mentir, il y a encore beaucoup de points de retard pour Francesco Bagnaia, mais il est désormais 4e, il a gagné des positions. Il y a 66 points de retard, c'est beaucoup. Il reste encore des courses. Grande-Bretagne, Autriche, même Misano, je dirais, sont plutôt quand même des grands prix à l'avantage pour Ducati. On verra. Il y a également aussi Phillip Island qui peut convenir à la Ducati. Valence et les dernières, ils font un triplé. Donc, triplé ou quadruplé, je ne sais plus. Donc voilà, ça peut vraiment convenir. Il y a quelques courses qui peuvent bien convenir à la machine Ducati. Marco Bezzecchi, deuxième pilote au top. Très bon Bezzecchi ce week-end. Il a fait une magnifique course, ça il faut le dire. Et il avait déjà fait une très grande qualification. Et en plus, il profite d'un Marini qui a été
en difficulté son équipier ce week-end, donc forcément il marque des points. Bezzecchi qui fait, je trouve, depuis le début d'année, vraiment des très belles choses. Marco Bezzecchi, il est meilleur débutant et il a déjà réalisé un top 5. Et pour le moment, c'est le débutant qui m'impressionne le plus. Parce que je trouve qu'il y a une constance en plus dans les résultats. Alors certes, parfois un peu foufou, mais c'est normal, il est sur sa première année, donc parfois voilà, il y a déjà 3 abandons sur cette saison à Bezzecchi. Mais je trouve vraiment qu'il fait du très très bon job. Il passe devant son équipier au championnat. Il dit toujours, hein, mais dans les sports mécaniques, battre son équipier, c'est le plus important. C'est la première chose, le premier élément qui fait qu'on pense que tu es rapide, que tu es un pilote de qualité. Et puis, du côté de Bezzecchi, premier podium, juste avant les vacances. Ça permet de partir la tête dans les étoiles. Et surtout, pas hyper loin de Bagnaia. Alors, il n'a jamais eu la possibilité d'aller chercher Bagnaia. On va dire qu'il s'est contenté de ce podium-là. Mais ça montre également une grande intelligence de la part de ce pilote. Et encore une fois, il a fait vraiment du bon job, du bon boulot. Donc très content pour le pilote Marco Bezzecchi. Et on espère que vraiment ça va continuer de bien se passer pour le pilote italien sur le reste de la saison. Vignales, on n'en avait pas parlé aux Axonrines de Vignales. On me l'avait reproché dans les commentaires. Mais il avait quand même abandonné, donc j'avais du mal à le dire. Le week-end était quand même finissait sur une note mitigée, même si le rythme avait été très bon. Là, ce week-end, pas de problème technique et podium. Ça montre que Vignales a enfin compris le fonctionnement de cette Aprilia. Et à partir de maintenant, il va être dangereux. Et c'est très bien pour Aprilia, c'est qu'ils ont désormais 2 pilotes d'un niveau proche. Donc pour le développement de la machine, ça va être également une aide précieuse. Vignales, il a rappelé aussi que Assen, c'est un circuit qu'il appréciait avec la YAM. Ça montre aussi que l'Aprilia a un très bon châssis, c'est pas qu'un moteur. Et puis, encore une fois, les sorties de virage, elle est vraiment fantastique cette moto dans tout ce qui est traction, dans tout ce qui est sortie de virage. Elle est vraiment excellente. Donc bravo Vignales parce que il a traversé quand même des grosses périodes de doute. Son départ de Yamaha, bon, il l'avait quand même aussi un petit peu cherché, mais ça a été compliqué. La mort de son cousin, l'arrivée chez Aprilia avait été compliquée. Mais voilà, il a enfin trouvé le mode d'emploi pour cette machine. Et la deuxième partie de saison risque d'être très intéressante pour le pilote espagnol. Et il l'a dit en conférence de presse. Je ferai tout pour aider Alex Espargaro à être champion du monde. Parce que je pense que faire chier un pilote Yamaha, il a envie. Je pense que voilà, faire chier le mec qui l'a un peu devancé, faire chier Fabio Quartararo, il serait pas contre. Donc on va voir ce qui va se passer. Il n'y a pas de consigne d'équipe techniquement en MotoGP parce qu'on n'a pas d'oreillette et que sur les dashboards c'est pas possible de mettre des consignes d'équipe. Techniquement c'est pas possible de mettre des consignes d'équipe. Par contre, avec un message particulier, on peut donner des consignes quand même aux pilotes et donc penser à une parade en termes de consignes d'équipe, c'est faisable en MotoGP. Donc il faudra voir ce que fait Maverick Vignales, mais il va avoir un rôle déterminant pour la deuxième partie de saison. Et puis encore une fois, très belle course, très beau podium de la part de Maverick. Et il avait en plus un bon rythme de course, ce qui n'a pas toujours été le cas dans sa carrière. Je termine avec Alex Espargaro, bien entendu du côté des pilotes au top. Alex, toujours fantastique, d'une régularité incroyable. Ça fait depuis le Portugal qu'il n'a pas quitté le top 5. Il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 résultats dans le top 5. 4 podiums d'affilée. Une 5e place en Catalogne.
Et il aurait pu encore faire podium si c'était pas raté avec le fameux coucou à un tour de l'arrivée. Et puis Allemagne quatrième, Pays-Bas quatrième. La remontée est juste fantastique. Il perd au moins 10 secondes dans l'affaire avec son passage dans le gravier suite à la chute de Quartararo. Et il arrive en plus à ne pas tomber. Et puis derrière, une remontée fantastique. Il montait sur le podium. Hein. À la régulière, il montait sur le podium. Et je pense que Bagnaia aurait pu s'inquiéter du rythme qu'avait Alex Espargaro en fin de course. Vraiment, il aurait pu s'inquiéter parce qu'il est revenu comme un boulet de canon. Le dépassement sur Miller, sur Binder, fantastique. Alors, ça va pas être facile de déterminer lequel dépassement de l'année entre le waterfall de Johann Zarco et ce dépassement-là dans la chicane. Mais vraiment, alors, si ça marche pas, c'est sanction dans tous les sens pour Espargaro. Sauf que ça a marché, parce que sa prise des risques a fonctionné et ça lui permet de gagner 2 places et de revenir très proche au championnat avec 21 points de retard. Et sinon, il y aurait eu encore 25 points, 24 ou 25 points. Donc c'est vraiment une belle performance d'Alex Espargaro. Il a quand même bien limité la casse. Ça aurait pu vraiment beaucoup moins bien se passer et se finir cet accident avec Fabio. Donc vraiment, c'est un bon week-end pour Alex Espargaro. Et en plus, il a reçu les excuses de Fabio. Mais voilà, bon week-end. Ça n'avait pas très bien débuté parce que son avion était arrivé en retard. Il y a eu un moment compliqué dans le Grand Prix, mais ça se finit bien avec cette 4e place pour Alex Espargaro. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On passe au bonnet d'âne avec Luca Marini. Pas un très bon week-end pour Luca Marini. Alors déjà, Marco Bezzecchi performe. Ça forcément, quand tu es équipier, que tu es plus expérimenté, ça fait toujours mal au cucu de voir son pilote numéro 2 te devancer et largement, quasiment 30 secondes entre les deux pendant la course et en qualif. Bezzecchi était à 2 dixièmes, quasiment 3 et Marini était à 1 seconde 2, donc 1 seconde entre les deux. Voilà, ça fait beaucoup, ça fait mal. Du côté de Marini, tout le week-end c'est pas très bien passé. Qualif, il n'est pas dans le coup et on sait que c'est quand même plus un pilote du samedi que du dimanche. Et dimanche, il était vraiment pas dans le coup, pas de rythme et il finit à une petite 17e place. Alors devant Bradle, Gardner, Savadori, ce qui est pas foufou. Derrière Dovizioso et Alex Marquez, il ne marque pas de points non plus, Luca Marini. Et puis on revient encore dans les travers du pilote italien, c'est-à-dire il était sur une belle série, 9e en France, 6e en Italie, 6e en Espagne également, 5e en Allemagne. Non, pardon, j'ai dit une connerie, c'était les... non, c'était les bons résultats, pardon, j'avais peur d'avoir confondu avec Nakagami. Mais du côté de Marini, voilà, encore une fois, une erreur. Et puis, un manque de rythme, c'est vraiment un truc sur lequel il doit travailler, c'est son rythme sur le dimanche. Alors autant en Sachsenring ça marchait bien, autant en Catalogne c'était pas mal, mais là c'était de nouveau difficile. Après c'est un pilote qui reste aussi jeune et qui en plus a l'appui du demi-frère. Mais c'est vrai que Luca Marini, ce week-end on s'attendait à mieux, mais il n'était pas du tout à l'aise sur cette piste, il n'avait vraiment pas de bonnes sensations. On espère que ça ira mieux à la rentrée du côté de la Grande-Bretagne et l'Autriche, parce que sinon ça pourrait être compliqué, surtout si Bezzecchi continue de performer. Bastianini, j'ai envie de dire que l'été indien est un petit peu terminé. Du côté de Bastianini, ce début de saison incroyable où il a enchaîné 3 victoires et il avait été vraiment performant en début de saison. Ça a été plus compliqué pour Bastianini. Il y avait une statistique intéressante, c'est-à-dire que soit il gagne, soit il a du mal quand même à être dans le top 10 des courses. Là, il finit 11e, ce qui est plutôt pas mal vu le week-end. Quand on regarde le samedi, le vendredi, il est tombé fort le vendredi.
La machine numéro 1 tombe en panne samedi en qualif. Il était tombé en EL3. Il n'y avait rien qui marchait vendredi et samedi. Dimanche, ça a été un peu mieux. Il arrive à finir 11e. Mais forcément, pour le championnat pilote, c'est pas la bonne opération du jour. Et puis, pour impressionner Ducati, c'était pas tip-top non plus. Même si, bon, Martinator, le rythme de course de Martinator était pas foufou. Il est descendu un petit peu dans la hiérarchie. Bah, il finit quand même devant Bastianini, qui partait très loin, il faut le dire, sur la grille de départ et a eu un Grand Prix qui n'était pas extrêmement simple. Le pilote italien. Et puis on termine avec dernier pilote flop, encore un italien, c'est Morbidelli, qui est un habitué des bonnets d'âne sur la chaîne Morbidelli. Voilà, bon bah abandon ce week-end, mais de toute manière il n'était pas dans les points. Double abandon pour Yam. Je crois que pour ne pas avoir de Yam dans les points, c'est 94. Donc ça remonte, hein, ça fait 28 ans. Ouais, il y avait un manque de rythme encore, mais Morbidelli, enfin bon, je vois pas comment il va sauver sa tête en MotoGP, parce qu'il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. Depuis le début de saison, il est à la ramasse, il n'arrive pas à performer. On n'arrive toujours pas à savoir si c'est un problème physique ou un problème vraiment de confiance dans la moto. Est-ce que c'est pas un peu des deux? Mais il est nulle part en termes de rythme, quoi, Morbidelli. On parle quand même d'un pilote qui a su s'adapter à cette Yamaha en début de carrière. Donc pourquoi il n'y arrive plus? La Yamaha n'a pas diamétralement changé sur les 4 dernières années, 5 dernières années. Donc pourquoi ça marchait avant et que ça ne marche plus maintenant? J'ai du mal à l'expliquer quand même avec Morbidelli, à part un problème physique qui expliquerait peut-être ce problème-là. Du côté des tops et des classements, surtout des championnats du monde, on va y arriver. On commence tout de suite avec le classement pilote. Fabio Quartararo en tête toujours avec 21 points d'avance sur Alex Espargaro. Troisième, Johann Zarco, qui est désormais un petit peu décroché, il est en bagarre avec Bagnaia et Bastianini. On retrouve ensuite Brad Binder, 6ème, toujours aussi solide Brad Binder, qui fait avec les moyens de sa machine, devant Jack Miller, pas aidé par les longues laps qui lui ont coûté cher ce week-end. Johan Mir, Alex Rins, régulier mais pas vraiment d'excellents résultats. Et puis Miguel Oliveira 10ème, premier débutant, donc Marco Bezzecchi 14ème. Elle devance désormais assez largement Di Gian Antonio, Darren Binder, Rémi Gardner et Raoul Fernandez. Eux sont juste derrière Andrea Dovizioso qui connaît une saison catastrophique. Du côté du classement constructeur, le classement constructeur, je l'ai tout de suite. C'est Ducati qui mène avec une grosse avance désormais sur Yamaha. Et oui, l'abandon de Fiat Bio ne fait pas du bien à Yamaha. 246 contre 172 points. Aprilia se rapproche de la 3e place. On retrouve ensuite KTM 4e, Suzuki 5e, Honda 6e. C'est quand même pas la folie du côté des constructeurs japonais, avec 2 japonais aux 2 dernières places. On n'a jamais vu autant de domination italienne, je pense, que depuis, il faut remonter, je pense, au tout début des années 70 pour avoir une domination européenne. Des résultats aussi bons du côté des équipes et des constructeurs européens. Du côté du classement par équipe, c'est Aprilia qui est devant avec 16 points d'avance sur Yamaha et sur Ducati. Donc le match promet d'être serré. On retrouve ensuite Pramac qui n'est pas extrêmement loin non plus. Ils sont à 13 points de Ducati. Donc c'est pas hyper loin. C'est 29 29 points de la moto de tête. Si je ne me trouve pas au niveau du calcul mental, on retrouve ensuite KTM, Suzuki, Gresini, VR46, Repsol, enfin le team Honda, pardon, LCR Honda, le team satellite, et puis WeView, Yamaha RNF 11e et Tech 3 12e. Ces deux équipes qui n'ont pas marqué de points ce week-end. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu.
Ça va être la pause pour la MotoGP pendant le mois de juillet. Ça m'arrange légèrement avec le Tour de France, mais on reviendra donc début du mois d'août pour le débrief de Silverstone du Grand Prix de Grande-Bretagne. D'ici là, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur la chaîne et à vous abonner. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production. Ciao ciao!